Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Christian. Bonjour Lilou. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, je suis ravi d'être avec toi. Ah, bonheur, nous sommes réunis à Paris, donc Christian est suisse, bien sûr, mon co-auteur sur le défi des 100 jours, et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite interview de Christian. Bah oui, pourquoi pas, puisque en général on est interviewés ensemble, mais moi aussi je peux avoir ce bonheur de pouvoir t'interviewer sur le sujet de l'argent et de l'abondance, cher co-créateur. Mais oui, libérons notre rapport à l'argent, c'est comme ça que je t'ai découvert, rappelle-toi. Oui, je me souviens bien. Je t'ai interviewé dans un salon zen, il me semble, Oui. salon zen, sur ton livre que tu avais écrit à l'époque sur libérer son rapport à l'argent. C'est ça, Oui, hein. Ce que l'argent dit de vous, c'est ça le titre. Ce que l'argent dit de vous aux éditions Erol. Oui. Et là, je me suis dit, c'est quand même un bon thème. Il y a 2-3 petits dossiers. Moi-même, j'avais pu régler 2-3 trucs par rapport à l'argent. Et je sais à quel point ça me retenait d'être vraiment dans mon élan de cœur, d'œuvrer, tu vois, et tout, à un moment donné de ma vie. Et donc, je trouve que le sujet de l'abondance et de libérer son rapport à l'argent est essentiel dans la vie de tous, hein, parce que ça nous donne quand même pas mal d'indices. Oui. Sur ce qu'on est en train de vivre et là où il y a peut-être des croyances et là où on peut un petit peu pousser les murs. Hein. Oui, c'est ça, mais toi, on parle d'un titre individuel et évidemment, un titre individuel, c'est important, mais j'ai envie de dire, parce que ça a vraiment un impact collectif. Ouais. Moi, je crois vraiment que dans la situation qu'on vit de transformation depuis maintenant ce nombre d'années, que notre rapport à l'argent influence beaucoup là où on en est dans la société, parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans les peurs encore, malheureusement, mais je comprends bien, j'étais tellement longtemps dans les peurs, que si le moteur de nos actions avec l'argent, c'est les peurs, eh ben ça, on a les comportements qu'on a, mais ils ne sont pas très porteurs, et pour nous, et globalement. Je prends juste un exemple qui soit très clair. Moi, pendant longtemps, avec mes peurs, je voulais acheter le meilleur marché. Le meilleur marché est souvent produit à l'autre bout du monde. Il y a plein de conséquences, tu vois, écologiques et autres. C'est fabriqué comme c'est fabriqué, dans les conditions. Et inconsciemment, j'étais en train de continuer à contribuer à ce système-là, qui n'est pourtant pas le système que je veux aujourd'hui, juste parce que c'était les peurs qui étaient le moteur. Ouais, c'est fou ce que ça nous fait faire, les peurs et ensuite les décisions qu'on prend qui sont pas du tout en accord avec... Enfin, je veux dire, on continue de perpétuer les mêmes problèmes dans notre société. Oui, absolument. Et je dirais même, on les renforce parfois. On les renforce. Ouais. Et c'est nous qui faisons ça. Mais... Sans culpabiliser. Non, c'est un petit peu culpabiliser. Non, mais parce que je dis, moi, encore une fois, moi je juge personne, j'étais tellement longtemps là-dedans que je serais bien mal placé pour juger quiconque, mais juste de s'observer, à coup fonctionner, ça permet déjà de se dire peut-être qu'il y aurait 2-3 choses à changer. Ouais. Alors qu'est-ce que tu conseilles? Quelles sont les premières étapes? Parce que là, dans ce défi des 100 jours, il y a donc en effet au début, donc je le rappelle, c'est un défi sur 100 jours. Est-ce que tiens, pourquoi tu me décrirais pas ce que c'est que le défi des 100 jours avec tes mots? Puisque d'habitude en interview, c'est quand même moi qui parle de ce sujet-là, puisque c'est il y a 10 cahiers du défi des 100 jours, mais là c'était peut-être le 3 ou 4e, je ne sais plus, qui a été réédité récemment. Comment tu vois le défi des 100 jours, toi, Christian? Le défi des 100 jours, c'est un cahier d'exercices progressif qui permet de faire un chemin de conscientisation et de transformation de ce rapport à l'argent pour s'ouvrir aussi à plus d'abondance. Et l'abondance, toi et moi, on sait bien que c'est plus qu'une question d'argent. Ouais. L'argent fait partie de l'abondance, mais c'est bien plus vaste que ça. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la formule que tu as créée, c'est justement ce côté évolutif. Je dis souvent, j'anime beaucoup d'ateliers là-dessus, mais j'arrive pas à faire travailler les gens sur la durée comme le fait là, parce que je les ai 2 jours intensifs. Alors que là, on peut vraiment faire vivre des expériences, prise de conscience, transformation et vivre des expériences dans la matière. Ouais. Et c'est ça que je trouve la puissance de ce défi et que j'apprécie beaucoup. En tout cas, j'étais très honoré que tu me demandes de le coécrire avec toi. Ouais, c'était intéressant de te voir aussi évoluer et comment le cahier s'est mis en place et comment on peut... Parce que c'est quand même 100 exercices, c'est pas rien. Ouais. Et ça a couvert, et souvent les auteurs, les co-auteurs me disent, mais finalement, ça représente quand même une grande partie de mon travail. Est-ce que tu as eu cette sensation-là, que ça englobe une bonne partie de ce que tu fais? Alors, non seulement ça englobe une grande partie de ce que je fais, mais quand je l'ai écrit, je pense que c'était en 2016-2017, ça m'a permis même d'agrandir ma vision des choses, parce que on a dû ouvrir au départ 100 exercices, ça ne va pas de soi, tu vois. Et en même temps, et aussi avec ton soutien, vraiment, j'ai trouvé qu'on a aussi pu créer de nouvelles choses que je n'avais pas fait, que j'ai pu intégrer après dans mes propres activités. Ouais. Là, dans cette réédition éditée, on a mis l'accent sur la vibration, sur l'abondance, sur vraiment élargir aussi et se sentir possible de recevoir, tu vois, toute cette abondance. Comment toi, tu la vois justement, cette abondance et ces vibrations?
Oui. Mais déjà, effectivement, peut-être qu'on le voit de plus en plus, et toi-même, tu interviews beaucoup de personnes qui parlent de physique quantique et autres, à quel point nous sommes des êtres vibratoires, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, et à quel point cette vibration-là, elle est juste essentielle dans ce que nous allons vivre. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de sortir, de ne pas faire un truc juste avec la tête, mais de le faire à un autre endroit, parce que si on n'est qu'au niveau de la tête, on vivra ce qu'on vivra, mais ça va être très vite limité. Ouais. Donc cette vibration, pour moi, qui est vraiment une vibration en lien avec l'amour et à la connexion à plus grand que nous, quelque part, elle va permettre d'ouvrir à beaucoup plus grand. Et en même temps, je crois que c'est vraiment un des grands chemins qu'on fait à travers ce cahier, c'est que moi je vois la grande difficulté des personnes, c'est de recevoir. Et surtout dans le milieu dans lequel nous évoluons l'un et l'autre, les gens ont beaucoup de générosité à donner, mais recevoir, le canal du recevoir trop souvent est ouvert comme ça, alors que nous on invite à l'ouvrir comme ça. Évidemment, c'est un chemin, mais là, vraiment ma perception aujourd'hui, c'est que la vie a tellement plus à nous proposer que nous sommes en capacité de l'imaginer avec notre mental. Comment tu vois justement le recevoir? Parce que ça se joue quand même à plusieurs niveaux. C'est aussi s'inclure des fois et c'est aussi des fois demander. C'est pas juste attendre passivement. Bien sûr, et demander. Et c'est vrai que moi je dis la demande, je suis aussi bien imprégné de la communication violente. Et Marshall Rosenberg, quand on lui demandait son meilleur conseil, il disait ask, ask and ask, demander et demander. Ouais. C'était son meilleur conseil. Parce qu'effectivement, si on est juste là à attendre que ça vienne, y a peut-être des choses qui viendront, mais ça va être limité. Ouais. Et à un moment donné, moi j'ai fait ça aussi, j'étais intervenu pour donner un exemple auprès des gagnants de l'euro-million, et je savais que ce que je portais pourrait leur être utile, mais je me suis dit, si j'attends qu'un jour ils sachent que j'existe, ça peut durer des années, voire ça n'arrivera jamais, donc je vais demander, et j'ai l'occasion, comme ça, de dire, oui, ça nous intéresse, tu vois, simplement j'étais acteur de ce que j'avais envie de vivre. Ouais, on a peur des fois de ce rejet aussi, de la réponse qu'il va y avoir, donc on se dit, il vaut mieux peut-être pas trop bouger et rester... On s'isole. Hein. Oui, c'est vrai, mais tu vois, cette peur du non, quelque part, moi je me dis souvent, quand je demande quelque chose, dans le pire des cas, j'ai un non, et ce non ne change absolument rien à ma réalité actuelle, puisque ça va être la même chose qu'actuellement. Oui. Le non n'est pas le problème, le non, c'est un problème à partir de l'histoire que je me raconte. Oui. Parce que moi je dis non à quelqu'un, je ne suis pas en train de dire, vous êtes mauvais, je ne vous veux pas, je te rejette. Je suis en train de dire, non, ta proposition ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais nous, on ajoute des choses parce que justement, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il y a tout un cheminement, c'est que nous, on ajoute tout notre bagage historique, familial, etc., tous les moments où on a été rejeté, et c'est là où il y a un beau travail à faire, justement. Oui. C'est là tout l'intérêt du développement personnel ou de travailler son rapport à l'argent, justement. Oui, absolument. Pour se sentir de plus en plus à l'aise, quel que soit ce qui se passe, même un rejet. Oui, absolument, et tout à fait. Et je reprends, vu que tu as interviewé Peter Koenig, et vraiment sa philosophie, je suis vraiment sur la même ligne que lui. Au départ, il disait, pacifier sa relation à l'argent, c'est pour être à l'aise avec l'argent, quelle que soit sa situation financière. Et souvent, des gens me disent « Ah, mais que tu n'as pas d'argent, c'est pas possible ». Je dis « C'est pas vrai ». Je dis pas que c'est facile. Je ne sais même pas si j'y arriverai. J'ai la chance d'avoir une certaine abondance financière. Mais simplement, ce que je vois, c'est que des personnes qui ont vraiment peu d'argent, j'en ai certaines qui sont d'un relax et d'un relâché, et d'autres qui sont très stressées. Et je suis juste pour montrer qu'il y a une partie, quand même toute une partie qui dépend de nous. Et je suis émerveillé d'être capable d'être aussi relax et confiant dans la vie, encore une fois, parce que c'est un chemin par rapport à d'autres. Mais comme j'ai vu moi-même, comme tu disais tout à l'heure, des millionnaires et multimillionnaires être très stressés avec l'argent malgré des millions, je vois bien, encore une fois, que ça vient de l'intérieur avant de dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. J'ai fait une interview récemment avec Monique Jurland, qui est médium. Et elle me disait un de ses pronostics, on va dire, ce qu'elle voyait, c'est qu'en 2024-2025, il allait avoir une énorme récession. Alors ça a souvent été, on en a souvent parlé, mais elle, dans ce flash médiumnique qu'elle a eu, elle disait qu'on allait atteindre une pauvreté vraiment sans précédent, que même pour avoir une baguette de pain, les gens allaient se tirer dessus. Enfin, c'est vraiment, tu vois, alarmant. On ne sait pas si ça va se passer, mais admettons que ça se passe. Quel serait, donc déjà c'est top de pouvoir voir cette interview, je trouve, de faire ce travail sur l'argent bien sûr, mais quel est pour toi les conseils ou qu'est-ce qu'on pourrait faire en tous les cas pour être OK dans cette situation si l'argent n'était plus là? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que la vie serait sans argent? Alors, au fond, sans argent, on ne va pas mourir, c'est important de le rappeler, parce que très souvent, les gens croient qu'il y a une question de vie ou de mort, et la fameuse expression « gagner sa vie » qu'ils laissent sous-entendre d'ailleurs. Et si tu veux, au-delà de qu'on ne va pas mourir, c'est qu'on va devoir quand même trouver des moyens d'échanger. Mais
mais ce qui est important dans la manière même de pacifier sa relation à l'argent, parce que je pense malgré tout que l'argent existera toujours, même s'il sera peut-être difficile d'accès, même si on aura moins, c'est que dans ces moments-là, on a le choix. Soit on se tire dessus, entre guillemets, aller se piquer le peu qu'il y a, soit on décide d'évoluer ensemble et de collaborer ensemble. Et évidemment, ce changement de société auquel nous aspirons l'un et l'autre, en tout cas dans cette évolution de société, c'est plus de solidarité, c'est plus de faire ensemble, plutôt que la peur. Parce qu'une fois, ça serait la peur si on commence à aller se piquer dans le jardin potager, le légume ou pire, ou je ne sais quoi. Donc là, il y aura un choix effectivement à faire et évidemment, il y aura de l'un et de l'autre, à mon avis, qui vont se passer en même temps, quoi. Ouais, parce que la peur nous fait faire des trucs fous quand même, non? Toi, la peur, t'as peur de manquer, d'être en insécurité financière, tu l'as vécu. Oui. Tu avais un mécanisme que tes enfants ont dénoncé un jour au repas. Est-ce que tu peux nous en reparler? J'adore cette histoire. Oui, bien sûr, oui, parce que c'était vraiment un déclencheur pour moi. C'est qu'un jour, autour de la table, mon fils Joël m'a traité de radin. Il dit « Papa est un radin » devant. Et son frère et sa sœur n'ont rien dit du tout, n'ont pas défendu. Et pire, mon épouse ne m'a pas défendu non plus, n'a rien dit. Donc j'ai eu un grand moment de solitude à ce moment-là, mais surtout, j'ai eu une pensée mais immédiate, vraiment, qui était de dire « S'il me voit comme un radin, il est possible, ou c'est pas autant généreux qu'il aimerait, parce que c'est de ça qu'il est en train de parler, il se pourrait qu'il pense que je ne l'aime pas. » Et tu vois, et ce qui est intéressant dans mon histoire, et heureusement, je veux dire, c'est que si je lui avais posé la question, certainement qu'il me dit « Mais non, papa, je sais que tu m'aimes, tu vois. » Mais le fait de ne pas avoir posé la question et d'être resté avec ça, je me suis dit, c'était un tel choc, un tel bouleversement intérieur, je me dis, je dois m'occuper de mes peurs et de ma relation à l'argent. Alors qu'avant, je m'accrochais à ma manière de fonctionner, alors que là, tout à coup, c'était un déclic, donc j'ai beaucoup de gratitude pour lui, parce que c'était ce déclic et c'est ce qui m'a fait rencontrer Peter Koenig plus tard. Oui, Peter Koenig qui t'a appris énormément, dont on parle dans ce défi des 100 jours. Qu'est-ce que ça a déclenché, cette rencontre, justement, chez toi et ce qui t'a apporté, Peter Koenig? Il m'a apporté, le plus important au départ, c'est qu'il m'a apporté, je dirais, de la conscience sur ce qui se jouait pour moi. C'est-à-dire que je n'étais pas conscient qu'en voulant épargner toujours plus, je courais après ma sécurité intérieure qui n'était pas présente ici et que je cherchais une solution à l'extérieur, tu vois. Donc là, c'est une prise de conscience. Je dis, purée, je cours là alors que le problème est là, quoi. Et à un moment donné, c'est là que donc je sa dis, première prise de conscience. Oui, c'est vraiment, il a mis des mots sur ce que je vivais, tu vois. Donc ça, c'est hyper bien déjà. Ah ben oui, parce que je veux dire, ce qu'il a mis comme mot à moi, il le met, moi que je partage ça partout, je vois les gens dire « Ah ben ouais, moi aussi ». Donc au début, ça commence par cette prise de conscience-là, et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, je me dis, je me suis rendu compte que continuer de vouloir courir après de l'argent, c'était un mauvais choix. Puis, de toute façon, mauvais investissement. Ça ne réglait rien, exactement, ça ne réglait rien. Donc il s'agissait de m'occuper de cette sécurité intérieure en lien avec l'estime de soi, la confiance dans ma capacité à faire face aux événements de la vie, et même l'amour de moi. Donc ça a été vraiment pour reconstruire ses fondations intérieures qui étaient pas suffisamment solides, et ça commence par sortir de sa zone de connu. Moi, j'aime pas appeler zone de confort parce que c'est pas vrai, on n'est pas confortable, on est dans les peurs. C'est pas confortable, mais sortir de cette zone à travers faire plein de petites expériences, de petits pas en dehors de ça, et on fait qu'agrandir la zone. Et là, le jour où maintenant cette interview, hier, je faisais une conférence au Grand Rex. Imagine que j'aurais jamais pu imaginer, avec toutes ces peurs que j'avais, faire une conférence un jour au Grand Rex. C'était à des années-lumière de là où j'en étais, tu vois. Donc c'est ce cheminement qui m'a permis d'être serein et tranquille hier quand je faisais cette conférence, alors qu'à l'époque j'étais stressé pour un oui et un non. Et donc c'est ça qui est beau à voir, c'est qu'il y a ce cheminement-là, il a un impact dans tous les domaines de ta vie. Oui. Pas seulement ta relation à l'argent. C'est ça qui est fou, c'est que quand on a une révélation et quand on travaille sur un domaine, on voit que ça s'étale partout. Et c'est ça qui est beau de voir comme c'est cette pierre qui fait ricochet sur l'ensemble de sa vie, non? Oui, c'est ça. Mais si tu veux, l'intérêt de ce thème de la relation à l'argent, c'est que aujourd'hui, moi, je prétends en tout cas qu'il n'y a pas de meilleur chemin que d'apprendre à mieux et plus s'aimer pour avoir une meilleure relation à l'argent. Mais comme tu le dis, si je m'aime plus, ça aura forcément un impact sur toute ma vie. Ma relation de moi à moi, aux autres, à la vie, parce qu'on conseille de se connecter à plus grand que nous. À tes enfants? Oui, à mes enfants. Ça a changé quoi avec tes enfants? Je dirais que j'étais, beaucoup plus relax. Et j'ai entendu mes enfants plusieurs fois dire « Waouh, qu'est-ce que vous êtes généreux » et tout, tu vois. Ils étaient très surpris eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment à l'aise d'avoir envie de faire plaisir et tout, là où j'avais plutôt tendance à retenir avec mes peurs. Mais je dirais que la relation n'était pas mauvaise avant, elle était juste un peu... J'étais crispé sur certains domaines, mais disons qu'on a une super relation avec nos enfants aujourd'hui. Oui, parce que quand on est plus écurail, et on parle de ces différents types de comportements, moi c'était plutôt l'inverse, c'est ça qui a fait c'est carrément l'inverse, c'est ça qui a fait un beau duo, mais
pour toi, en tant que, quels étaient je veux dire, qu'est-ce que ça ouvre comme porte, le fait de, comment tu t'es autorisé, tu vois, à être généreux, à être dans ce partage, je veux dire, qu'est-ce que ça a ouvert comme possibilité pour toi, parce que c'est énorme, tu vois, de passer de quelque chose où... Comment tu l'as vécu ou tu le vis? Alors bon, pour donner envie aussi à des personnes sûr. qui sont dans cette insécurité financière de se relâcher. Ouais. Alors peut-être juste avant de répondre à ta question, c'est important de savoir que quand je questionne ma communauté, qui est comme assez grande, je pose la question: quelle est votre plus grande problématique avec l'argent? Ce qui sort très largement numéro 1, c'est la peur de manquer. Ouais. La peur de manquer, elle touche, comme je disais, des millionnaires, comme des gens qui n'ont rien, donc qui dans mes ateliers sans arrêt, c'est ça. Donc c'est important de le savoir déjà pour se déculpabiliser, mais ça ne veut pas dire c'est normal, non, on peut en faire quelque chose. Alors après, pour répondre à ta question, tout ça effectivement est un chemin, c'est pas un claquement de doigts que tout à coup je suis devenu super généreux et tout ça. Ouais. Mais si tu veux, aujourd'hui, je prenais un exemple concret. À l'époque, j'aurais jamais été le premier à payer une tournée, tu vois. J'aurais fait à un moment donné, je disais ok, il y en a déjà un ou deux, il va falloir le faire, tu vois. Alors que là maintenant, vraiment. Et puis ça aurait été dur intérieurement de décider de le faire aussi, c'est ça. Ah, il y avait toujours une retenue, tu vois, une peur d'être celui qui paye puis que les autres payent pas, enfin une sorte de peur qu'il n'y ait pas d'équilibre et tout ça. Qu'aujourd'hui, je suis vraiment relax en disant ok, ben j'ai payé et tout, j'ai envie de payer juste parce que ça me fait envie, ça me fait plaisir. Et je ne me pose pas la question de savoir si les autres vont payer autant, machin. Voilà. Je sais que la vie sera tellement généreuse de plein de manières différentes, mais je ne le fais pas en me disant si je paye, la vie sera généreuse. Ce n'est pas à cet endroit-là, parce que c'est encore du conditionnel, tu vois. C'est juste que j'ai l'élan et tout ça. Et puis je me souviens l'autre jour, ma femme me dit oh, mais il me semble que tu as plusieurs fois que c'est toi qui payes le repas et tout. Je dis c'est possible, mais je ne sais pas. Et au fond, c'est plus une question, quoi. Ça prend tellement de place dans la tête, dans le disque dur, dans son quotidien, de penser à l'argent, toutes les conversations qu'on peut avoir tant qu'on n'a pas libéré son rapport à l'argent. Moi, je me souviens, c'était un vrai... Et pourtant, j'étais du côté dépenses, mais c'était sans cesse. Il y avait et même cette peur de regarder le compte bancaire, tu vois, le peur de savoir où ça en est, Mais c'est dingue l'espace, tu vois, que ça prend dans nos têtes, dans notre quotidien, dans nos émotions, dans toi, par exemple, je suppose, quand tu avais à gérer, à régler ou autre, et même le fait de régler, c'est dur, ça tire, tu vois. Et tu te dis, après, ça peut être toute une nuit à y penser, et le lendemain, et pourquoi j'ai fait ça, et j'aurais pas dû. Enfin, tu vois, c'est cette culpabilité aussi, quel que soit le comportement, d'ailleurs, finalement, il y a culpabilité. Oui, si tu veux, il y a vraiment, le mot que j'ai vraiment, c'est prise de tête, ce que tu décris, hein, ça devient une prise de tête. Certains en deviennent des calculateurs, tu vois. Et puis au fond, si on prend un peu de recul, on dit mais est-ce qu'on a envie de calculer? Parce qu'ils sont incalculés dans la vie. La vie ne nous demande pas de calculer, elle nous demande de vivre, de la vivre pleinement, tu vois. Et c'est vraiment ce passage à si on passait encore une fois de la tête ou tête, cœur et esprit plutôt que juste vouloir rester dans la tête, c'est fatigant, c'est épuisant. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que la culpabilité, elle existe autant parfois chez ceux qui en ont et qui ont peur, ils viennent honteux vers moi en me disant « mais je ne devrais pas avoir peur et pourtant j'ai peur ». Puis tu as ceux qui sont dans des situations compliquées et qui viennent aussi vers moi et disent « ah mais j'ai honte de ne pas arriver à me débrouiller ». Et j'aime leur dire à ces gens-là, mais vous n'êtes pas votre situation financière. Arrêtez de croire que ça vous décrit parce que vous êtes dans les dettes, vous êtes dans des situations compliquées. Vous êtes tellement plus que ça. On l'a abordé, le côté de la légitimité. Oui. Hein, ah oui. Ça, c'est un gros sujet quand même. Oui, alors c'est un gros sujet. Qui nous barre le passage de vivre pleinement notre mission de vie, de se déployer, d'ouvrir nos ailes, d'œuvrer ou simplement de se faire plaisir dans nos métiers, dans ce qu'on fait dans la vie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, je dis souvent, et si la vie, imaginée, avait un plan beaucoup plus grand pour nous que nous l'imaginons. Et je dis souvent, ça fait 13 ans que je suis indépendant, mais j'aurais vraiment, je te jure, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis maintenant, j'aurais signé avec le sourire jusque-là, quoi. Et juste parce que si on reste dans l'ouverture de peut-être bien qu'il y a des choses qui se passeront, mais il ne s'agit pas de calculer, encore une fois, de rester dans l'ouverture, peut-être bien qu'il y a un plan bien plus grand et bien plus joyeux encore. Et c'est vrai que c'est encore une fois un chemin, un état d'esprit d'ouverture et d'arrêter de vouloir contrôler la vie. La vie ne se contrôle pas. Et il y a une des phrases, d'ailleurs, on a beaucoup de citations que je trouve superbes dans ce livre de Byron Katie qui disait quand je me bats contre la vie, je perds, mais seulement 100% du temps. Donc il s'agit plutôt de tenter de rester toujours plus dans l'ouverture plutôt que de vouloir contrôler la vie. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette légitimité? Parce que c'est quand même... Parce que si on pouvait revenir sur la légitimité, ça me ferait plaisir, Christian. D'accord, oui. Parce que c'est quand même un point essentiel entre les diplômes, parce qu'on a l'impression que diplôme, mais il y en a, c'est une course-poursuite après les diplômes. D'autres n'ont pas ou n'ont pas accès, ou peu importe, tout ça leur parle pas. Enfin, comment se sentir légitime? Alors d'ailleurs, la notion de légitimité, il y a vraiment le grand piège du pas assez. Ouais. C'est le pas assez, je ne suis pas assez si, je ne suis pas assez, mais ça peut être autant je ne suis pas assez moi dans mon être, que je ne suis pas assez expérimenté, pas assez certifié, et c'est la course après ce pas assez, et là on est dans un esprit de manque encore une fois, alors que nous on invite vraiment les personnes dans le défi, dans l'esprit d'abondance, de voir tout ce qui est déjà là, avant de voir ce qui manque. Ouais, j'aime bien ces phrases, tu vois, où, c'est ça que je voulais te dire, les duos de phrases, c'est-à-dire j'ai ça et je me sens bien, même si ça je l'ai pas. Est-ce qu'on pourrait en parler, parce que c'est quand même hyper puissant ces phrases. Oui, absolument. Quelle que soit la situation, et ça revient à plusieurs endroits. Oui, c'est la question des polarités, parce qu'au fond, si on revient et si on veut être dans l'unité, ça demande d'accepter une chose et son contraire, parce que très souvent on est en bagarre intérieure. On veut une chose, on veut être généreux, mais on rejette le radin, par exemple. Tu vois, on veut être sécure, on rejette l'insécurité. On a encore un conflit intérieur. Égoïste versus généreux. Voilà, égoïste versus généreux, ou honnête versus pas voleur, je ne sais pas quoi. Ah oui, malhonnête. Ah oui, c'était bon ça, celui-là. Ouais. Et si tu veux, mais à un moment donné, c'est que comment je peux accueillir la partie qu'on considère comme positive, parce qu'on a encore dans du bien et du mal, tant qu'on considère une chose bien, une chose mal, et nous on est là pour mettre de la neutralité. Mais je prends l'exemple généreux radin parce qu'il parle comme bien d'argent et au fond c'est important parce que radin est tellement connoté comme négatif que personne n'a envie d'être vu comme radin. Et au fond, moi j'aime bien imager ça en disant la générosité c'est quand on ouvre et qu'on laisse circuler, la grande générosité, puis radin c'est quand on ferme. Mais après on peut voir qu'il y a toute une série d'ouvertures, d'intermédiaires dans le curseur entre l'un et l'autre. Ouais. Et je donne l'exemple qu'il y a vraiment des situations concrètes où fermer est absolument juste. Ouais. Je prends un exemple, c'est un de mes enfants, j'apprends qu'un de mes enfants est addict au jeu, heureusement c'est pas le cas à première vue, mais qui vient et qui s'endette et qui me réclame de l'argent, je vais fermer parce que je ne veux pas lui rendre service de lui prêter de l'argent ou lui donner de l'argent même si j'en ai. Et c'est juste, et même s'il me traitera de radin, s'il veut me voir comme un radin, il me verra comme un radin, ça lui appartient. Mais ça ne te touchera pas dans un endroit qui sera dur pour toi. Non, parce que ça ne me touchera pas à une condition, c'est que j'accueille le radin en moi comme j'accueille le généreux en moi. Exactement. Tu vois. Si j'ai rejeté le radin, c'est insupportable qu'on dise ça de nous. Si j'ai rejeté l'injuste, il y a beaucoup de gens qui rejettent l'injuste avec leurs blessures d'injustice, ils ont tellement peur qu'on dise d'eux qu'ils sont injustes, qu'ils sont prêts à être injustes envers eux-mêmes pour ne pas être injustes envers les autres. Donc l'idée des phrases, effectivement, c'est d'accueillir la partie négative en disant c'est ok, je suis radin, c'est ok, je suis radin, c'est bon. C'est aussi, je m'autorise à m'ouvrir, enfin m'ouvrir, c'est peut-être pas le bon, parce qu'on va parler de fermer, mais à m'autoriser à fermer à certaines situations. Et puis je suis généreux avec et sans donner aux autres, que je donne aux autres ou pas, je suis généreux. Nous sommes ici à Paris, il y a malheureusement encore beaucoup de SDF dans la rue. Ben oui, je ne donne pas à tout le monde dans la rue. Et c'est pas parce que je ne donne pas à l'instant T ou T plus 1 que je ne suis pas quelqu'un de généreux. La générosité est là, je peux choisir de la déployer à chaque instant ou pas. Tu vois, et une fois qu'on accueille une chose sans contraire, ça se réunit, il n'y a plus que ce qui est. On peut sortir des étiquettes, parce que ces étiquettes ne font pas du bien. Il n'y a plus que ce qui est. Voilà, je vais essayer d'ajuster mon curseur à chaque instant. Ouais. Et c'est fou quand il y a cette sérénité qui est là, et il y a un apaisement, et pour le coup c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure, le mental est moins présent, et les choses sont plus fluides, et on peut passer plus de temps pour des choses qui sont vraiment importantes. Oui, absolument, tout à fait. On peut vraiment sortir de là parce que, c'est bien que tu dises ça, parce que la plus grande problématique, c'est tous les gens ont envie d'être libres, mais au fond je dis, mais tout le monde, à peu près tout le monde a la même prison, c'est la peur du regard des autres. Aussi longtemps que j'ai peur qu'on puisse penser de moi que je suis radin, que je suis injuste, que je suis ci ou que je suis ça, je suis limité dans mes comportements, puisque mes comportements sont basés sur « j'aimerais surtout pas qu'on voit ça de moi », tu vois. Et c'est pour ça que tellement de gens se montrent généreux, mais pas avec le cœur, juste par peur qu'on puisse penser qu'ils ne le sont pas. Bien sûr. Et si on prend l'injustice, on a aussi beaucoup de coachs et de thérapeutes qui nous suivent également, qui ont de la difficulté à mettre des prix qui valorisent. Ouais, ça c'est un gros sujet, l'injustice. Hein. Oh oui. Et effectivement, si effectivement ils ont une blessure d'injustice, ils vont mettre des prix bas parce qu'ils veulent dire non, je veux être accessible à tout le monde. Et je dis oui, mais tu es déjà prêt à être injuste envers toi-même parce que tu vas devoir galérer financièrement pour t'en sortir, juste pour être juste envers les autres. Donc, si tu étais juste avec toi-même aussi, qu'est-ce que ça serait? Et je trouve honorable de vouloir être accessible à tout le monde. Mais ce n'est pas en se sacrifiant
qu'on montre un exemple, un modèle. On peut être ouvert à trouver des arrangements avec des personnes qui sont en difficulté financière et motivées, mais en ne s'oubliant pas au passage. Moi, j'ai vu à tellement de reprises dans ma vie comment donner, tu vois, et toutes ces vidéos sont accessibles gratuitement, donc c'est vraiment une belle preuve aussi que cette abondance circule. La preuve en est aussi le magnifique lieu dans lequel on est, auquel j'ai accès, et je remercie la personne qui me donne accès à cet merveilleux espace pour pouvoir le faire. L'abondance, là, c'est l'abondance, on est dans cette abondance. La vie a pu me redonner de tellement de façons. Oui. C'est fou que c'est pas linéaire comme on pense, parce que justement, comme tu parlais de tournée tout à l'heure, de payer sa tournée, tu te dis ouais mais les autres ils vont pas payer, comme là pour des interviews, ouais mais on m'a souvent demandé quel est le modèle économique, tu vois, alors que j'avais fait des études de commerce, ça n'a rien à voir, c'est un autre paradigme là. Absolument. La vie te redonne de d'autres façons, sur d'autres plans, c'est dingue ça. À chaque fois ça me met dans une gratitude absolue et de me dire que c'est vraiment infini et on ne sait pas d'où ça peut venir. C'est-à-dire que quand on s'inclut dans cette abondance vient à nous également, de plein de façons. Oui, et ce que tu partages, je trouve, est tellement important, parce que trop souvent, les gens aimeraient que les choses arrivent comme ça. Voilà. Et je peux dire, alors je donne l'exemple des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai dans mes ateliers, ça peut arriver des hommes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent que leur argent soit gagné par eux. Et l'autre jour, on a vu un témoignage de quelqu'un qui avait un compagnon qui voulait lui offrir le voyage qu'elle rêvait à Venise, qui disait « jamais de la vie, je veux que ça soit… » Tu vois, à un moment donné, la vie peut nous amener des cadeaux sous plein de formes, et aussi longtemps que je veux que ça arrive comme ça, je viens de me couper de plein d'abondances possibles. Et tu as des exemples, et tu es un exemple, et tu as des exemples, moi aussi, d'abondance qui se passe de manière incroyable, et la vie est bien plus imaginative que nous le sommes nous-mêmes. Et si on pouvait arriver petit à petit à se lâcher dans ce fameux lâcher-prise, je sais que ce n'est pas si facile, mais faire confiance que les choses arriveront d'une manière ou d'une autre. Et demander, parce que des fois, on en veut aussi au fait qu'on ne nous l'apporte pas. Moi, pendant bien longtemps, si j'avais attendu que quelqu'un m'apporte sur un plateau une émission télé, elle ne se serait jamais passée. Donc, c'est en même temps oser et y aller et faire des demandes, ou, tu vois, le vivre sans avoir peur de… Parce que je le vois aussi dans les interviews, tu vois, le nombre de personnes à qui je dis non pour une interview. Et je sais que ces interviews aident. J'aimerais pouvoir aider plus de personnes, interviewer plus, mais pour certaines raisons, de sujets, d'alignement par rapport au sujet, d'intégrité, de temps à disposition aussi. De temps à disposition aussi, et vraiment aussi d'intégrité. Pour moi, c'est très important que la personne incarne le sujet et qu'il y ait une intégrité, vraiment un cheminement personnel profond aussi pour pouvoir incarner ces sujets. Et des fois, des personnes mettent tellement de vouloir absolument, parce que ça va leur ouvrir des portes, et dans le coup c'est comme si c'était un poignard de plus pour elles, tu vois, une peine en plus, ah mais non, et on veut pas de moi, et je suis rejetée, et tout ça, alors que moi ce que je ressens c'est qu'il y a un développement personnel qui a besoin d'être fait de la part de cette personne n'est pas prête pour cette interview, j'aimerais, mais elle n'est pas prête. Donc, est-ce que, tu vois, parce que là, on parle quand même d'abondance, tu vois, parce que c'est comme Natacha Calestrémé. Je parle de Natacha Calestrémé aussi, qui parle dans son livre à quel point le jour où elle a été toujours dans l'ombre de Stéphane Alix, son mari, et le jour à travers certains rituels, et de vraiment de découvrir à travers un travail transgénérationnel, que finalement, elle aussi, et les lignées, les femmes pouvaient elles aussi être vues. D'un seul coup, les portes se sont ouvertes. Son dernier livre s'est vendu quand même à 1 million d'exemplaires, Clé de votre énergie. Tu vois, c'est des processus comme ça qui sont tellement précieux, des révélations qui nous ouvrent les portes. Hein. Ça t'inspire quoi, ces histoires, Christian? Parce que tu as été à la place de celui qui aurait peut-être voulu à un moment avoir plus de publicité, ou avoir plus de reconnaissance, ou avoir plus de monde dans tes stages. Et bien sûr. Et si tu veux, de toute façon, c'est un chemin, encore une fois, continuel, mais simplement de ce que tu partages, il y a 2 choses que je note. La première, c'est que quand les gens sont focalisés sur une stratégie, la stratégie pour que ça réussisse, c'est l'interview qui nous masse. Donc, tu vois, on revient sur… et si j'ai pas ça, tout s'effondre. Non, mais peut-être bien qu'il y a 10 000 stratégies et je n'ai pas pensé à beaucoup de stratégies. Donc c'est déjà de voir que c'est une parmi d'autres. Et qu'il y a une abondance de stratégies. Mais oui, c'est ça. De solutions. Oui, donc c'est vraiment déjà important de s'ouvrir à cette idée-là. Et que parfois, il y a peut-être une autre émission que je connais même pas, où je vais apparaître un jour et puis que ça donnera un déclic. Ça, c'est la première chose. Et ça se trouve, ça passera pas par là. Exactement. Et puis la deuxième, c'est l'exemple de Natacha et qui correspond à ce qu'on propose dans le défi. C'est qu'encore une fois, quand intérieurement quelque chose change, ça change à l'extérieur. Et vraiment, c'est vraiment de là que ça part de l'intérieur. Et cette sécurité intérieure, ce point juste, cette tranquillité. Point zéro, il y a un truc qui est vraiment juste tout doux, qui est déjà fait et même déjà accompli.
Mais cette ouverture, tu sais, je partage souvent dans mon expérience, c'est qu'un jour, je me suis dit, mais c'était vraiment venu de moi, je dis un jour, je sens que je suis prêt à ouvrir plus grand. Et pourquoi j'ai senti que j'étais prêt? Parce que si j'ouvre plus grand, je sens que je suis prêt à faire face à plus de critiques. Ah oui. Tu vois, sans être démoli. À une époque, j'étais encore trop instable pour ça. Et je dis, je sens que là, je suis suffisamment solide intérieurement, parce que si j'ouvre plus grand, plus de gens me verront. Parce que c'est une réalité. Ben, c'est une réalité, mais souvent, je dis, j'ai pas plus de pourcentage de gens qui me critiquent, mais si tu as 10 000 personnes qui me suivent, puis il y a 1% qui te critique, ça fait 100. Si tu as 100 personnes qui te suivent, ça fait une personne. Et aussi longtemps que je regarde que les critiques, parce que on voit que l'être humain a des fois tendance à regarder juste ça. Le regard de l'autre. Voilà. Et ben, à un moment donné, ça va nous limiter, tu vois. Et ce qui était magique, c'est ce jour-là, et c'est de moi à moi, je ne l'ai pas crié sur les toits, je suis prêt à ça. Ben, peu de temps après, tu es venu avec la demande du livre. Un ami me propose une conférence devant 1000 personnes à la Villette, je n'avais jamais fait ça. J'ai eu une première émission de télé en Suisse. Ça, c'est venu dans les mois qu'on suivit, mais c'est parti d'un oui intérieur. Et j'ai plein de personnes qui ont expérimenté ce genre de choses, comme Natacha, l'exemple de Natacha. Il y a quelque chose qui change, tu t'ouvres à quelque chose de différent. Et juste pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous arrivez juste à vous imaginer, vous autoriser à vous voir comme quelqu'un de brillant et de brillante, juste pour qui vous êtes, sans rien avoir à faire. Ça commence déjà là aussi. Oui, briller. S'autoriser à être qui nous sommes vraiment, prendre sa place, tout ça c'est des messages qu'on entend tellement régulièrement maintenant et on sent que ça vient nous chercher et qu'il est l'heure de se révéler. Oui, c'est-à-dire qu'au fond nous avons tous une pépite en nous et ce qui nous empêche de rayonner le qui nous sommes, ce sont que les histoires qu'on se raconte. Ouais. C'est pas autre chose que ça. Ouais. Et on revenait sur la légitimité et sur tout ça. Et au fond, nous avons tous une pépite en nous. Et moi, ce qui me dépite, c'est de voir des personnes, mais c'est vrai, des fois, c'est désespéré de voir des personnes qui, à cause de leur relation à l'argent, qui est ce qu'elle est, mais se racontent plein d'histoires ou d'excuses pour ne pas offrir le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, mais que chacun ne donne pas, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas, tu vois. Et je crois vraiment que ce changement de société arrivera si chacun ose s'autoriser à déployer et à offrir le cadeau de qui il est au monde, quoi. Et merci. Je trouve que notre défi, justement... Non, mais c'est merveilleux, c'est clair que le défi correspond parfaitement à ça. Et bien sûr, on vous encourage à faire le défi des 100 jours. Cher co-créateur, le défi des 100 jours qui est là. Ce gros bébé d'1,2 kg que nous avons coécrit pour libérer votre rapport à l'argent et vivre son abondance. Une deuxième édition qui est enrichie, auquel on a ajouté pas mal de petites choses. Il y a des exercices aussi qui ont changé, puis surtout la maquette est encore plus spectaculaire. Et moi, je suis en train de le revivre là en ce moment. Au moment où on tourne cette vidéo, en tous les cas, je suis en train de le revivre. Et à chaque fois, en fonction de là où on en est dans sa vie, moi, c'est une grande étape en ce moment par rapport à justement ce rêve. Quand on veut... quand on veut vivre son rêve, c'est quand même, comme le disait d'ailleurs, on l'a vu dans une autre interview, mais c'est comme si on pouvait s'autoriser maintenant à vivre le rêve de tous nos ancêtres, quoi. C'est aussi grand que ça, tu vois. Et ça m'a beaucoup ému, cette phrase qui avait été dite dans l'interview que j'ai faite de Karine Arsène, mais qui a été dite dans son livre par l'inventeur des constellations familiales. Et on sent qu'on est ce texte-là qui dit qu'on est comme des moutons noirs et qu'on a osé, nous, aller au-delà des liens familiaux et de tout ce qui s'est tracé et que nous on a osé faire différemment et que ce tronc peut-être qui avait été toxique, on ose créer une nouvelle branche qui part comme ça et qui fleurit et c'est vrai que ces temps actuels sont difficiles, il y a beaucoup de choses à réaliser et à traverser et à libérer, mais quel bonheur de le faire et de pouvoir vivre ensemble ce changement de société, quoi. C'est quand même un privilège d'être là où on en est et de pouvoir rêver ce rêve éveillé. Moi, je trouve aussi que c'est une période qui n'est pas forcément toujours confortable, mais qui est juste extraordinaire et que grâce à ta communauté et à d'autres communautés, ensemble, on va réussir à faire des choses formidables, je suis convaincu. Chers co-créateurs, on vous embrasse très 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 fort avec Christian. Merci Christian d'avoir accepté cette interview un peu originale, oui, je vous l'accorde, mais n'empêche, il y a toujours des révélations dans chaque conversation, tu vois, pour bien te connaître pourtant, il y a des nouvelles ouvertures qui se sont créées, je suis sûre que vous aussi, alors n'hésitez pas à la partager cette vidéo et vous nous retrouvez aussi en podcast. Tadam ! Gros bisous, je mets tous ces liens sous la vidéo, on vous embrasse, au revoir.